immédiatement la l'affaire de drogue. Son arrivée, la brigade des stupéfiants vient d'envoyer hier et conseil. Il est placé en maison de correction. L'ennemi public numéro B, dès l'âge de 17 ans, il a des ennuis avec la fusillade. Ils sont pris en charge par la photo datant de son incarcération. Alors nous avons vu, il y a 15 jours, après, il y a un mois, c'était la marquise de Brinvilliers. Il y a 15 jours, je vous ai fait découvrir notre Péise, Guévino, Madeleine Guévino, dite Mademoiselle, alias Mademoiselle de Lagrange. La voilà condamnée à mort et ses confidences sont reçues. D'abord, elle a écrit à Louvois, et puis ses confidences sont reçues par Harlay, le procureur général du Parlement de Paris, et indiscutablement, tout ce qu'elle a pu raconter, qui n'a pas été noté en procédure, a alerté le gouvernement royal et le roi lui-même. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit un peu comme la Brinvilliers, je suis pas la seule. Je suis pas la seule, mais par rapport à la Brinvilliers, elle ajoute un élément qui, là, intéresse au plus haut point le gouvernement de l'époque. Elle dit, le roi, on a tenté de l'assassiner, puis il y a des projets. Alors, elle ne doit pas être très précise, mais ce sont des bruits qui courent dans le milieu des empoisonneuses et des empoisonneurs. C'est-à-dire qu'on en parle. Il y a un milieu où tout se sait, en fait. Alors, un milieu très fermé, certes, et qui va s'ouvrir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais en attendant, la police n'est pas au courant, la justice n'est pas au courant, le pouvoir n'est pas au courant, mais il y a des gens qui savent. Alors, notre brave de Lagrange, on suit à ce point son exécution que, d'abord, elle n'est pas exécutée immédiatement, le jour même où on lui lit le jugement. Elle ne sera exécutée que le lendemain. On s'est arrangé pour lui notifier, pour lui lire l'arrêt de condamnation à mort un samedi soir, trop tard, pour l'exécuter dans la foulée. Et cela lui laisse le dimanche, tranquille, pour réfléchir encore. Et l'exécution n'aura lieu que le lundi, avec l'excellent Abénel, comme petit bonhomme, là, mais qui suit Mademoiselle de Lagrange dans toutes ses aventures, y compris ultime. Avant l'exécution, et ça a été décidé au niveau du cabinet royal, c'est une décision du roi, 2 conseillers du Parlement de Paris sont désignés pour, si Mademoiselle de Lagrange devait faire de nouvelles déclarations, les recevoir immédiatement sur le site. On ne la ramène pas au Parlement, on ne la ramène pas en prison immédiatement, et on rendra compte au roi dans la foulée afin de décider si ça vaut le coup de différer l'exécution, problème, ou si l'on passe outre. Alors, Mademoiselle de Lagrange et la Bénel ne vont pas faire de déclarations supplémentaires. Ce qui est très amusant, cocasse dans cette histoire, c'est qu'on a décidé, comme on est en février et qu'il fait très froid, février 79, on a décidé de ne pas lui appliquer la question à l'eau, parce qu'il fait trop froid. Alors on va lui écraser les pieds. Vous voyez, avant la mort, qu'il fit froid ou qu'il ne fit pas froid, bon, présentait pas de différence majeure. Mais souci d'humanité de nos magistrats. Alors, en fait, ils ne vont rien dire de plus. Ils vont simplement reconnaître les faits. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître le faux mariage, ce qu'ils avaient contesté jusque-là. Ils vont reconnaître avoir imité, avoir fait une fausse déclaration et pour amener le notaire à recueillir donc cette donation. C'est un faux également. Et puis c'est tout. Bon, on va les pendre. Ils ont pas, l'empoisonnement n'a pas été prouvé. Mais ils seront pendus simplement. La foule qui les assiste est très très peu nombreuse. Ils n'intéressent personne, ceux-là, sauf le pouvoir.
hein. Et le Salve Regina que chante la foule normalement pour accompagner ceux qui meurent des mains du bourreau, là on dit que c'est très maigre. Ah oui, maigre. L'affaire elle-même n'est pas maigre, et on va mieux comprendre pourquoi on diffère les exécutions, pourquoi on ralentit, avec tout simplement le troisième volet de l'affaire des Poisons a éclaté entre-temps. Alors là, nous sommes le 3 janvier 1679. Chez un marchand du quartier, un certain Vigoureux, qui a invité là un avocat au Parlement de Paris, un maître Perrin. Et maître Perrin est à côté d'une grosse femme un peu vantarde qui s'appelle Marie Bosse, que nous appellerons désormais la Bosse. Et elle a picolé, elle picole beaucoup nos empoisonneuses. Hein. En général, vous verrez, quand elles ont picolé, elles en racontent. Hein. Et là, elle est avinée, et à la fin du repas, complètement bourrée, elle dit à l'avocat, « Mais maître, si vous avez besoin d'un peu d'argent, hein, si vous avez des gens qui ont de la fortune autour de vous et dont vous héritez, mais il n'y a pas de problème. Moi, je vous fournis tout ce qu'il faut. Croyez-moi, j'en ai des dizaines à mon actif. Hein. Ah, j'en ai fait du bonheur autour de moi. J'en ai fait des heureux en leur fournissant simplement un petit peu de sublimé à mettre dans la soupe, hein, et puis vous vous retrouvez riche. Il suffit de faire disparaître le tonton à héritage, ou votre papa ou votre maman, les deux, éventuellement. Ah, alors là, Perrin, qui lui n'avait pas picolé, est horrifié. Et Perrin fait partie de ces informateurs de la police. Vous savez, l'Araignée, il a mis en place sa police, mais il n'y a pas de police scientifique à l'époque. Donc comment peut-on savoir qu'il y a eu un crime ? Bon, alors, parfois, c'est évident, quand vous retrouvez quelqu'un avec un couteau dans le dos, vous vous doutez bien que ce n'est pas un suicide, mais en matière de poison, vous n'avez aucun élément. Donc il a des mouchards. Il a des mouchards, les mouches, qui l'informent. Et Perrin, apparemment, c'est une des mouches. Alors, il se précipite chez qui ? Chez Degré. Degré, l'ex-amant de la Brinvilliers, celui qui avait réussi à l'avoir au sentiment, la belle marquise. Hein. Et Degré, du coup, dit, bon, nous allons vérifier tout ça. Alors, comment fait-il ? Il envoie tout simplement chez la Bosse une jeune femme, l'épouse d'un de ses policiers, qui va se plaindre de son mari. Alors ça dure quelques jours, elle dit, au début, la Bosse lui dit, écoutez, pour récupérer votre mari, c'est pas difficile, ou pour qu'il devienne sage, c'est pas difficile, on va mettre des cœurs de pigeon, un petit peu de fiente, là, je vous fais une petite potion, vous lui mettrez dans son potage, et puis vous verrez bien ce qui se passera, normalement, il doit cesser d'être ennuyeux. Puis les jours passent, la jeune femme revient et dit « mais toujours on suis ennuyeux ». Alors là, c'est le processus psychologique que je vous développerai tout à l'heure. Bon, écoutez, tenez, voilà une petite fiole et mettez lui ça dans son potage et vous verrez le résultat. Alors là, jusqu'ici, la jeune femme revenait au commissariat de l'époque. Là, on administrait les produits à des chiens, et puis les chiens ne mouraient pas. Est-ce que là, les 6 chiens, clac, ils calanchent immédiatement, raide mort. Ah, alors là, c'est bon. 4 janvier, je pense que j'ai parlé du 3 janvier, c'est un petit peu avant. Ça va assez vite. Hein. Ça doit être la fin 1678, le 4 janvier, opération, perquisition chez la Bosse. Et alors là, on trouve tout. Hein. On trouve les cornus, on trouve le petit four, on trouve les produits, les fioles. Alors, comme on n'a pas de moyens à l'époque, il n'y a pas encore les anneaux d'Orfila qui permettent de détecter la présence de l'arsenic. Ça, c'est pour le siècle, le 19e siècle. On essaye avec des chiens. Puis les chiens, ils meurent. Alors là, il n'y a pas de problème. C'est bien des poisons. Et la Bosse
va être notre maritorne, l'alcoolo, édenté, ils sont tous édentés, sauf la voisin. Elle balance. Mais alors elle balance. Elle dit non, moi mes petits trucs là, oh, non, moi je faisais de la fausse monnaie, mais alors la Mauvoisin, la Chabot, la machine, la Vigoureux, etc. Alors là, elles empoisonnent. Et elles balancent une quarantaine de personnes qui à leur tour vont balancer. On balance. Alors on ne reconnaît pas ce qu'on a fait, mais avec cette espèce de réaction des gens qui n'ont pas l'habitude des institutions, on dit si je balance, j'aurai la paix. Alors on dénonce, et à chaque fois, la police de l'Araignée découvre des cornus, des fioles, des produits, des poisons. Il n'y a pas de doute. Et puis alors des gens dont l'entourage mourait, pas de problème. Et puis on trouve les clients, c'est-à-dire que non seulement on a les empoisonneuses, mais on trouve des clients. Alors les clients sont parfois plus tendres, les clientes, c'est très féminin tout ça. Les clientes sont parfois plus tendres que nos empoisonneuses, qui sont les officines d'empoisonnement. C'est sordide. Parler de la cour des miracles. Mais on s'aperçoit, quand on relit les procès-verbaux de perquisition, on arrive dans des bouges, dans des taudis. Il y a chez la bosse, il y a son fils qui est aux gardes, sa fille, sa nièce, tout ça dans une pièce infâme, vous imaginez, avec des poisons sur des rayonnages, tout ça est sordide. Et c'est vraiment... Mais les clients ne sont pas aussi durs, et les clientes vont avouer, dire oui, moi j'ai expédié mon mari, moi c'est mon papa. Donc on arrive à une affaire phénoménale et qui est de plus en plus suivie au niveau du pouvoir central. Et le 7 avril 1679, on a atteint un tel niveau, on a 300 noms, vous voyez, plus de 300 noms. Plus de 300 noms, on arrivera à 400. Un moment de ce qu'on sait, parce que vous allez voir qu'à un moment, on va arrêter toutes les enquêtes. Le roi décide de créer une chambre spéciale du Parlement de Paris, donc qui siégera en premier et dernier ressort. Elle est présidée par Boucherat, futur chancelier, donc futur ministre de la Justice, 12 hauts magistrats, dont l'Araignée, plus un procureur royal. Après, voilà une chambre spéciale qui sera appelée Chambre ardente, Chambre des poisons ou Chambre de l'Arsenal, car elle siège à l'Arsenal. Voilà où on en est, c'est-à-dire que entre l'arrestation de la bosse, la mort de mademoiselle de Lagrange, il y a eu des arrestations en nombre, au point que l'on crée une juridiction spécialisée pour juger de ces affaires de poisson. Alors là, je dirais que c'est fou. On arrête de tous les côtés, et surtout, à un moment, ce qu'avait laissé entendre la Brinvilliers, ce qu'avait dit plus clairement mademoiselle de Lagrange, va se réaliser. C'est-à-dire que des bas-fonds de la capitale, puis de la bourgeoisie, à la noblesse de robe, on va passer à la haute aristocratie. Et là, le scandale qui risque d'éclater est gigantesque et touche à la personne du roi, aux institutions. Le roi, en effet, peut mourir, probablement des projets d'assassinat, peut-être initiés par Fouquet de sa prison. Je vous ai expliqué que les prisons, c'était les passe-murailles. On faisait ce qu'on voulait à partir des prisons. Ça ne sera pas toujours le cas. Louis XIV, là aussi, il mettra bon ordre. On va toucher l'environnement du roi. Alors, je suis obligé là de vous expliquer cette psychologie des gens qui vont voir les empoisonneuses et comment on aboutit à l'empoisonnement. C'est un processus psychologique. Tout le monde n'a pas la belle santé de Madame de Brinvilliers qui allait essayer ses produits sur les pauvres. Non, il faut suivre
tout un mécanisme, un processus qui a été parfaitement analysé dans les procédures. Vous êtes une femme de la bonne société, ou de la mauvaise d'ailleurs, bouillon de la rue Saint-Denis, ça c'est pour les pauvres. Vous allez voir qui, lorsque vous avez des problèmes avec votre amant ou votre mari ou avec les deux. Dans un premier temps, vous allez voir l'église officielle. Et là, vous faites dire des messes pour que l'amour de votre mari vous revienne. Bon. Ça ne marche pas. Ça marche rarement. En tout cas, c'est invérifiable. Et pour ceux pour qui ça ne marche pas, on va s'adresser à la concurrence. Et la concurrence, c'est quoi? C'est les adorateurs du diable. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, vous avez une foi de type superstitieuse et que tel curé qui dit la messe le matin pour Dieu dira le soir la messe pour le diable, la messe noire. Bon. Et là, on va dire des messes noires. Les messes noires, voilà, c'est quand même assez dégueulasse, il faut dire. C'est une messe qui est dite sur le corps nu de la demanderesse, sur laquelle on va égorger un nouveau-né. Alors là, les nouveaux-nés, on en égorge, il y en a partout. Et plutôt que d'avorter, à la limite, on pousse la grossesse à son terme, on récupère le bébé et il va servir pour une messe noire. Ça ne marche pas non plus. Alors, comme ces prêtres dévoyés, qui sont assez nombreux d'ailleurs, appartiennent au réseau des devins, des faux prophètes, des charlatans, des diseurs de bonne aventure, on bascule sur la bosse. C'est-à-dire que l'abbé Guibourg, qui dit la messe le matin, la messe noire l'après-midi, va dire écoutez, moi ça n'a pas marché pour telle et telle raison, mais allez donc voir Marie-Bosse. Alors on va voir Marie-Bosse. Et Marie-Bosse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer alors à piquer dans des petites statuettes. Vous voyez, là on passe à dans un autre domaine. L'église officielle n'a pas marché, l'église noire n'a pas marché, on essaye les sortilèges. Les sortilèges, c'est encore autre chose. Ça ne marche pas plus, les sortilèges. Alors, on met des petits produits, de la fiente de pigeon, du venin de vipère, mais ça ne marche pas plus. Alors, in fine, pour récupérer l'amour de son amant qui court derrière une autre, ou de son mari, on va donner de quoi empoisonner la concurrente. Voilà comment on est passé de la foi à la superstition et de la superstition à l'assassinat. C'est tout simple. Le milieu des empoisonneuses, le milieu des devins, des jeteurs de sorts, de ceux qui savent, des chimistes, est le même. Et les poisons, qui est-ce qui fournit en poison essentiellement? Vous avez les chimistes. Les chimistes, ce sont souvent les moines, parce qu'ils ont l'habitude de faire les liqueurs ou de préparer des remèdes. Et ce sont les bergers très courus, parce qu'ils vivent dans la nature et qu'ils repèrent les plantes qui peuvent donner la mort ou qui peuvent soigner. Vous voyez, parce qu'entre le soin et l'assassinat, la distance n'est pas considérable. Et c'est là que tout dérape. Tout dérape parce que Lavoisin, puis d'autres empoisonneuses, notamment la Vigoureux, chez qui on avait dîné et fait des propositions à Perrin, et surtout la Filastre, qui aura travaillé avec une femme charmante d'ailleurs, Madame Péloquin, qui est très jolie, qui est mariée d'ailleurs à un haut fonctionnaire de l'époque. Alors elle empoisonne par plaisir. C'est-à-dire que c'est pas pour hériter, non, elle adore ça. Elle adore ça et elle a comme femme de chambre puis associée la Filastre. Et c'est la Filastre qui va tout balancer. Elle va dire, écoutez, voilà ce qui se passe. Bon, le roi a été approché. Ça, on le savait déjà, mais il y a autre chose. Il y a Madame de Montespan. Et Madame de Montespan, depuis des années, qui est la maîtresse du roi, la maîtresse officielle, qui est la mère de ces bâtards, et vous allez voir que c'est très important. Alors Madame de Montespan, elle a fait des messes noires.
Et puis, elle a commandé des petites poudres aussi, quand le roi, il allait avec d'autres. Hein, Madame de Fontanges et Louise de la Vallière, hein, qu'elle a remplacée. Ben, faudrait chercher. Peut-être bien que vous trouveriez des choses étranges. Alors là, c'est l'affolement. La Régnie ne prend même pas par écrit les accusations. Et il file tout de suite à Versailles. Et là, il y a les réunions au sommet. Il y en aura beaucoup de ces réunions au sommet. Le roi, le futur garde des Sceaux, le Louvois, Colbert. Alors là, ils se sont réconciliés, là, les deux qui se disputaient le pouvoir. Là. Tout le monde. Et la Régnie, hein, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis ça touche tout le monde. Ça touche la duchesse de Vendôme, ça touche la Polignac. Alors elles prennent la fuite. Vendôme, c'est Marie Mancini, hein, je vous signale, l'ancienne maîtresse du roi, probablement alertée d'ailleurs par le roi. Elle fout le camp, de même que la Polignac, mais toute la haute aristocratie est touchée, soit par les devins, soit par les histoires de charlatans, de jets de sorts, soit par les poisons. Et comme c'est intimement mêlé, c'est un discrédit terrible. Alors, désormais, la Chambre ardente ne doit plus connaître de tout ça. Il faut prendre les procès-verbaux sur des feuilles volantes que l'on pourra enlever du dossier. On parle des faits particuliers. Les faits particuliers, ce sont les tentatives d'empoisonnement du roi. Et après, on parlera des faits réservés. Ce sont les histoires de messe noire sur le corps de la Montespan. Alors, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? L'historien Finck Brentano pense que oui. Je suis plus réservé, mais je pense qu'il y a eu, en tout cas, des acquisitions de produits par la marquise de Montespan, peut-être une messe noire, pour conquérir le roi. Mais c'est un scandale gigantesque. Pourquoi? Parce qu'après tout, la Montespan, en 1680, il n'en a plus rien à secouer, le roi. C'est fini tout ça. Hein. Il y a belle lurette d'ailleurs que la Maintenon commence à exercer son pouvoir. Le roi n'est plus ce compulsif sexuel qu'il était avant. Donc, le problème, c'est que le roi a eu plusieurs bâtards de la Montespan. Or, il faut savoir que les héritiers du roi, les enfants légitimes, meurent les uns après les autres. C'est une hécatombe. C'est son arrière-petit-fils qui régnera. Alors, comme pour lui, cet homme qui a une haute idée de sa fonction royale, qui sait qu'elle se confond avec l'État et avec l'intérêt de la paix publique, il a légitimé, ou il entend légitimer ces bâtards. C'est-à-dire leur faire prendre place dans le rang de la succession à la tête du royaume. Le roi, c'est l'État, l'État, c'est le roi, l'État, c'est la paix publique, il faut un roi. Et or, les autres meurent. Hein. Et donc, au besoin, les bâtards régneront. Et il fait avaler ça par le Parlement de Paris, d'ailleurs, qui cassera le testament dès que le roi sera mort, mais c'est dans les tuyaux. Or, il est hors de question que le nom de leur mère soit prononcé dans une affaire aussi sordide. C'est pas pour protéger la Montespan, c'était pas le genre de Louis XIV. Non, c'est pour protéger l'intérêt de l'État au sens le plus noble, d'ailleurs. Hein. Donc, on évacue tout cela, les faits particuliers, les faits réservés. Le roi donne l'ordre à la Chambre ardente de cesser ses travaux. Alors, les juridictions, ça, nous sommes en 1682. Hein, là, tout le monde a parlé, on sait exactement où on en est, mais ils ont tellement balancé qu'on ne sait plus trop, d'ailleurs, à quel sens vouer. On arrête la juridiction, on en a une quarantaine qui ont été brûlés vifs, hein, c'est fait. Par contre, on a près de 200 prisonniers. Et là, c'est le roi qui les récupère. À partir du moment où la justice n'est plus saisie, c'est le roi qui exerce directement sa justice. C'est-à-dire que ces gens-là vont être incarcérés dans des prisons royales. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la prison, ça n'existe pas. Le châtiment, c'est la mort, ou les amendes, ou vous êtes exposé à la vindicte publique, on vous fouette les fesses, hein, mais il n'y a pas de prison. Et on va conserver ces gens-là. Certains, la dernière mourra
en 1725. 1725, nous sommes en 1682. Mais l'affaire ne transpirera pas. Le secret sera totalement gardé à l'époque. On ne saura pas tout cela, sauf quelques milieux bien informés, mais très peu, surtout les hauts fonctionnaires du roi. Et surtout, le pouvoir royal décide tout simplement de réglementer, c'est un édit du 30 août 1682, et de réglementer de façon extrêmement étroite les registres sur lesquels on doit tout noter, la vente des produits dangereux. Ils se sont rendus compte que faire juger ne servait à rien et pouvait même être contre-performant, alors que réglementer la vente des produits dangereux sur une réglementation qui est quasiment toujours en vigueur aujourd'hui, ça, c'était gouverner un pays.